L'air du bistrot du père Manu était particulièrement lourd ce soir-là. Une odeur âcre de sueur, mêlée à la fumée des cigarettes roulées et à la gnôle bon marché, imprégnait les murs de vieux bois, noircis par le temps. Des hommes rudes, aux mains calleuses et aux yeux bouffis par l'alcool, se pressaient autour de la table de cartes. La lampe à pétrole suspendue au plafond se balançait au gré du courant d'air qui s'infiltrait par les fentes, projetant des ombres inquiètes qui dansaient comme des démons sur les murs tachés. Assis dans le coin le plus reculé, Justin jouait comme un homme qui fuit la mort. Son visage prématurément vieilli se tordait dans une grimace de désespoir, chaque fois que les cartes défavorables tombaient dans ses mains tremblantes. La bouteille à ses côtés était déjà presque vide, mais sa dette ne faisait que croître. Il avait tout perdu. L'argent de la récolte, le vieux fusil de chasse hérité de son père, et même la montre à gousset qu'il arborait fièrement les dimanches de messe. C'est alors que ses yeux troubles se posèrent sur la porte du fond. Clarisse était là, recroquevillée, essayant de se faire invisible en attendant le moment de ramener son père à la maison. La jeune fille de 17 ans portait une robe à fleurs délavée, ses cheveux bruns noués en une tresse maladroite. Ses grands yeux sombres, héritage de sa mère partie trop tôt, reflétèrent la peur qui était devenue sa compagne de tous les instants. Justin fit un geste brusque, l'appelant de ses doigts souillés de terre et de tabac. « Viens ici, petite », ordonna-t-il d'une langue déjà pâteuse. Clarisse obéit, tête basse, comme un animal qui connaît déjà le fouet de son maître. Les hommes échangèrent des regards, certains rirent sous cape, d'autres se léchèrent les lèvres sèches. L'atmosphère, déjà pesante, devint suffocante. « Voici ma dernière mise », annonça Justin, saisissant le bras mince de sa fille avec une force inutile. Elle vaut plus que n'importe quelle terre. Un silence momentané tomba sur la table, seulement brisé par le rire guttural de Gaston, le fermier veuf à la barbe grise et aux petits yeux de sanglier. « Et qui garantit qu'elle vaut quelque chose, Justin ?» provoqua-t-il, déclenchant les rires des autres joueurs. « Ma fille sait cuisiner, coudre et obéir. Elle ne se plaint pas et ne donne pas de fil à retordre, » argumenta le père, comme s'il énumérait les qualités d'une mule à vendre. Clarisse ne pleura pas. Ses larmes avaient séché depuis longtemps, depuis qu'elle avait compris, toute petite, que les pleurs ne servaient qu'à irriter son père. Son corps était là, mais son esprit vagabondait loin, vers les histoires que sa mère lui racontait sur les anges gardiens et la rédemption. Des histoires auxquelles elle ne croyait plus, mais qui lui servirent de refuge dans des moments comme celui-ci. Arthur entra dans le bistrot sans faire de bruit. Ce gardien de troupeau d'une trentaine d'années était connu dans la région pour sa compétence avec le bétail et son silence quasi absolu. Depuis qu'il avait enterré sa femme 5 ans plus tôt, emporté par une fièvre, il ne disait que l'essentiel. Il était venu acheter du sel, du pétrole et des allumettes, rien de plus. Il voulait juste se ravitailler et retourner à son mas isolé sur les terres qu'il louait à M. Mendès. Ses yeux, cependant, captèrent la scène et quelque chose en lui frémit. La jeune fille au milieu de ces hommes était comme une brebis entourée de loups. Il la reconnut de vue, pour l'avoir croisée les rares fois au marché du village. Il savait vaguement qu'elle était la fille de Justin, un homme à la réputation exécrable qui buvait plus qu'il ne travaillait. Le jeu reprit. Justin, avec une paire de valets, affronta le brelan de Gaston. Il perdit la main et avec elle, sa fille. Le vieil homme cacha son visage entre ses mains sales, tandis que Gaston se levait, souriant, desserrant déjà sa ceinture. « Viens, petite. À partir de maintenant, tu as un nouveau maître, » dit-il, tendant sa main calleuse vers Clarisse. Ce fut alors que la voix d'Arthur, grave et ferme, déchira l'air du bistrot. Elle n'ira avec personne. Tous les visages se tournèrent vers le gardien, immobile près du comptoir. Le père Manu, le patron du bistrot, laissa tomber le verre qu'il essuyait. Il n'avait jamais entendu Arthur prononcer plus de 2 mots d'affilée durant toutes ces années. « Ça ne te regarde pas, le gardien », gronda Gaston sans lâcher le bras de Clarisse. « Je l'ai gagné à la loyale. » Arthur fit 2 pas en avant, sa présence emplissant l'espace comme une tempête qui s'annonce. On ne parie pas les gens. On ne les gagne pas. On ne les possède pas, dit-il, chaque mot pesant comme une pierre. Puis, il posa sur le comptoir quelques pièces, tout ce qu'il avait sur lui. Ça paie la dette de Justin. La petite s'en va, libre. Gaston rit, mais son rire s'éteignit en croisant les yeux d'Arthur. Des yeux qui avaient vu la mort de près et ne la craignaient plus. « Tu vas vraiment te battre pour une fille de rien, le gardien ?» provoqua-t-il, la main cherchant déjà le couteau à sa ceinture.
Arthur ne répondit pas. Il s'approcha simplement, chaque pas mesuré comme ceux d'un loup avant l'attaque. Il n'eut besoin ni de mots ni d'armes. Quelque chose dans sa posture fit reculer Gaston. « Prends-la alors », céda l'homme, essayant de sauver ce qui restait de sa fierté. « Mais sache que tu ramènes des ennuis chez toi. » L'ignorant, Arthur se tourna vers Clarisse, qui restait immobile, abasourdie par ce retournement de situation. « On y va », dit-il simplement. Et elle le suivit, sans poser de questions, comme on suit la seule lumière visible au milieu des ténèbres. Ils franchirent la porte du bistrot sous les regards stupéfaits des présents et plongèrent dans la nuit étoilée de la garrigue, laissant derrière eux l'odeur de gnôle, le murmure des hommes et la vie que Clarisse avait connue jusqu'alors. La route de terre serpentait entre des collines couvertes d'une végétation desséchée par l'été impitoyable. Le cheval d'Arthur avançait d'un pas régulier, portant désormais 2 passagers. Clarisse était assise en croupe, ses mains hésitantes touchant à peine la taille du gardien. Son odeur était différente de tout ce qu'elle connaissait, du cuir tanné, une sueur propre et quelque chose d'indéfinissable qui rappelait la forêt après la pluie. La pleine lune baignait le paysage d'une lumière argentée, révélant les contours des collines et le profil des chênes kermès qui se dressaient comme des sentinelles au bord du chemin. Le silence entre eux n'était pas oppressant comme ceux que Clarisse connaissait à la maison, ces silences annonciateurs d'orage, de poings serrés et de mots durs. C'était un silence respectueux, presque doux. Pourtant, des questions bouillonnaient dans son esprit. Où allait-il? Que voulait d'elle cet homme presque inconnu? Avait-elle quitté une captivité pour en commencer une autre? Après presque 1 heure de chevauchée, le mas d'Arthur apparut enfin dans une clairière. C'était une construction simple mais solide. Une maison principale en pisé avec un toit à 2 versants, un petit enclos, un poulailler et un auvent qui servait d'atelier. Tout était propre et organisé, sans l'aspect d'abandon que Clarisse aurait attendu de la demeure d'un homme veuf et solitaire. Arthur mit pied à terre le premier et sans un mot, lui tendit la main pour l'aider à descendre. Le contact fut bref mais révéla des mains étonnamment douces pour quelqu'un qui travaillait avec le bétail. Il mena le cheval à l'étable et revint quelques minutes plus tard, trouvant Clarisse debout exactement là où il l'avait laissée, comme si elle craignait que le moindre mouvement ne puisse briser le charme qui l'avait sauvée de cette nuit terrible. « Venez », dit-il en ouvrant la porte de la maison et en allumant une lampe. La lumière jaunâtre révéla un intérieur simple mais accueillant. Une table en bois sombre avec 4 chaises occupait le centre de la pièce. Une cuisinière à bois, froide à cette heure, dominait un des coins. Des étagères avec des provisions bien rangées. Un modeste vaisselier avec quelques faïences et un long banc complétèrent le décor. Il y avait des fleurs séchées dans un vase en terre cuite sur la table, et une nappe au crochet jaunie par le temps couvrait une petite table d'appoint où reposait une Bible usée. Arthur traversa la pièce, suivi d'un court couloir. Il ouvrit une porte et fit un geste pour que Clarisse entre. C'était une petite chambre, mais propre, avec un lit étroit, un coffre en bois à son pied et une petite fenêtre donnant sur le jardin de derrière. « Vous pouvez rester ici », dit-il, sa voix grave contrastant avec la douceur de son geste. « Il y a une couverture dans le coffre si besoin. Les commodités sont dehors, la petite porte à côté de la cuisine. » Clarisse entra, hésitante, dans la chambre, n'arrivant toujours pas à croire que cela se produisait. Elle s'attendait à de la rudesse, des exigences, peut-être même de la violence. C'est ce que sa vie lui avait appris à attendre des hommes. Mais cet étranger silencieux était là, lui offrant un abri sans rien demander en retour. « Pourquoi avez-vous fait ça ?» demanda-t-elle enfin, sa voix à peine un murmure. Arthur s'arrêta sur le seuil, ses yeux rencontrant les siens pour la première fois depuis qu'ils avaient quitté le bistrot. C'étaient des yeux profonds, marqués par le temps et par une douleur ancienne que Clarisse ne pouvait encore comprendre. « Personne ne mérite d'être traité comme une marchandise, » répondit-il simplement. « Dormez maintenant, on parlera demain. » Et il sortit, refermant doucement la porte derrière lui. Clarisse resta seule, entourée de murs qu'elle ne connaissait pas, mais qui, étrangement, la faisaient se sentir plus en sécurité qu'elle ne l'avait jamais été dans sa propre maison. Elle trouva dans le coffre une couverture en patchwork, propre et sentant les herbes. Elle s'allongea sans enlever sa robe, encore trop méfiante pour se dévêtir dans cet endroit étranger. Le matelas était ferme, sans les trous et les ressorts cassés de son vieux lit, et l'oreiller sentait la lavande.
Quand la fatigue la gagna enfin, elle rêva de chevaux courant librement dans des champs ouverts. Le jour se levait lorsque Clarisse se réveilla en sursaut, momentanément confuse quant à l'endroit où elle se trouvait. La lumière dorée du soleil naissant filtrait par la fenêtre, illuminant des particules de poussière qui dansaient dans l'air. Dehors, elle entendait le chant d'un coq et le meuglement lointain des vaches. Peu à peu, le souvenir de la nuit précédente revint, apportant avec lui un mélange de soulagement et d'appréhension. Elle se leva et jeta un coup d'œil par la fenêtre. Le jardin était baigné de lumière matinale. Elle vit des poules picorer librement, un petit jardin d'herbes médicinales, des arbres fruitiers au fond et plus loin, le pâturage où quelques vaches broutaient tranquillement. Arthur était déjà debout, nourrissant les animaux dans l'enclos. Clarisse sortit de la chambre toujours hésitante. La maison semblait différente à la lumière du jour, plus accueillante, plus réelle. Dans la cuisine, elle trouva de l'eau fraîche dans une cruche en terre et sur la cuisinière déjà allumée, une bouilloire qui commençait à chanter. À côté, une tasse et une assiette simple, apparemment laissées là pour son usage. C'est alors qu'elle remarqua que ses mains tremblaient. La réalité de la situation commençait à peser. Elle était dans la maison d'un étranger, sans autres vêtements que ceux qu'elle portait, sans argent, sans perspective. Qu'allait-elle devenir? Le grincement de la porte annonça l'arrivée d'Arthur. Il entra, enleva son chapeau et le suspendit à un crochet au mur. Il regarda Clarisse, debout au milieu de la cuisine, clairement perdue, et hocha brièvement la tête en guise de salut. « Il y a du café dans la boîte », dit-il en désignant une étagère, « et de la farine dans le sac. Le lait est frais, je viens de le traire. » Était-ce un ordre pour qu'elle prépare le petit déjeuner? Ou une offre? Clarisse ne savait pas comment l'interpréter mais se mit instinctivement à obéir. C'était ce qu'elle avait toujours fait, obéir pour éviter les problèmes. Pendant qu'elle préparait le café et une simple soupe de pain, elle observait Arthur discrètement. Il se lavait les mains dans une bassine à l'extérieur, ses mouvements calmes et méthodiques. C'était un homme grand, aux épaules larges et aux mains fortes, mais il n'y avait rien de menaçant dans sa posture. Le soleil illuminait ses cheveux sombres déjà parsemés de gris sur les tempes, et les rides autour de ses yeux parlaient d'une vie passée au grand air. Ils mangèrent en silence. Clarisse toucha à peine à sa nourriture, l'estomac encore noué par l'anxiété. Arthur, en revanche, mangea avec appétit mais sans hâte, mâchant chaque bouchée complètement avant de prendre la suivante. Quand il eut terminé, il s'essuya la bouche du dos de la main et parla enfin. « Vous pouvez rester aussi longtemps que nécessaire. Il y a du travail ici. La traite, les poules, le potager, le linge à laver. Si vous voulez aider, j'apprécierai. Si vous voulez partir, je ne vous retiendrai pas. » Clarisse le regarda, surprise par la franchise simple de ses mots. « Je n'ai nulle part où aller », admit-elle tout bas. Arthur hocha la tête, comme s'il le savait déjà. « Alors restez. Ici personne ne vous fera de mal. » À cet instant, quelque chose changea en Clarisse. Ce ne fut pas grand comme une révélation, ni dramatique comme une promesse. Ce fut petit comme une graine plantée en bonne terre, la première véritable sensation de sécurité qu'elle éprouvait depuis des années. Les jours au mât d'Arthur avaient leur propre rythme, marqué par le lever et le coucher du soleil, par le chant des coqs et par le travail constant mais tranquille. Pour Clarisse, habituée au chaos imprévisible de la maison de son père, cette routine était comme un baume. Elle se levait avec les premiers rayons du soleil, préparait le café, nourrissait les poules, aidait à la traite et s'occupait de la maison. Il y avait quelque chose de profondément réparateur dans la simplicité de ses tâches, dans la prévisibilité des jours qui se succédaient sans heurts. Juillet avançait, sec et chaud, le ciel d'un bleu impitoyable, sans nuages prometteurs de pluie. La terre se craquelait sous le soleil de plomb, et le ruisseau qui traversait la propriété diminuait de jour en jour. Mais à l'intérieur du petit mât, une autre atmosphère se formait, lente et silencieuse comme la croissance d'une plante résistante. Clarisse, peu à peu, commençait à se sentir chez elle. Elle connaissait déjà chaque recoin du mât, chaque outil à sa place, chaque routine qui faisait fonctionner ce petit monde. Elle se mit à chantonner doucement, en balayant la cour, ou en lavant le linge dans le baquet en bois à l'ombre du mûrier. C'étaient de vieilles chansons que sa mère lui avait apprises, des airs simples sur l'amour, la terre et l'espoir, des chansons qu'elle ne s'était pas autorisée à se remémorer depuis longtemps. Arthur, toujours discret, faisait semblant de ne pas entendre, mais plus d'une fois,
Clarisse le surprit à ralentir le rythme de son travail quand elle chantait, la hache restant immobile en l'air un instant de plus, le corps s'inclinant subtilement en direction de la mélodie. Les mots entre eux étaient encore rares, mais ne portaient en plus le poids de la méfiance initiale. C'était un silence confortable, comme celui de vieilles connaissances qui ont déjà dit tout ce qui devait l'être. Ils communiquaient davantage par les gestes. Une assiette de nourriture laissée soigneusement sur la cuisinière, quand l'un d'eux était en retard, un outil nettoyé et rangé à sa place exacte, un seau d'eau fraîche apporté sans qu'il soit demandé. Un après-midi particulièrement chaud alors qu'Arthur réparait la clôture de l'enclos, Clarisse décida de nettoyer la petite grange où il gardait ses outils et quelques vieilleries. C'était un endroit qu'elle fréquentait rarement, respectant l'espace personnel du gardien. Mais la poussière accumulée et quelques fuites dans le toit nécessitaient une attention. C'est là, entre des sacs de grains et des outils rouillés, qu'elle trouva une vieille selle recouverte d'une bâche. Curieuse, elle écarta le tissu poussiéreux et découvrit une pièce magnifique, du cuir travaillé avec des détails en argent, les étriers ornés d'un dessin d'hirondelle en vol. C'était clairement une selle de femme, plus petite et plus légère que celle qu'Arthur utilisait quotidiennement. À côté, dans une boîte en bois sculpté, elle trouva d'autres reliques. Un châle en fine dentelle, déjà jauni par le temps, une brosse à cheveux à manches de nacre et tout en dessous, une photographie dans un simple cadre en métal. L'image montrait un Arthur bien plus jeune, sans les marques que le temps et le soleil avaient gravées sur son visage. À ses côtés, une femme brune souriait avec une luminosité qui semblait transcender le papier délavé. Ses yeux étaient bienveillants, sa posture élégante malgré ses vêtements simples. Clarisse reconnut immédiatement. C'était la défunte épouse d'Arthur, celle dont le nom n'était jamais prononcé mais dont l'absence habitait chaque recoin de cette maison. Elle se sentit immédiatement coupable, comme si elle envahissait non seulement un espace physique, mais la mémoire sacrée même de l'homme qui lui avait donné un abri. Soigneusement, elle remit tout en place, sauf la photographie, qu'elle nettoya délicatement avec le pan de sa propre robe. Ce soir-là, quand Arthur rentra du travail et s'assit à table pour le dîner, Clarisse rassembla son courage et, pour la première fois, engagea la conversation. Elle avait l'air heureuse, dit-elle simplement, en servant la soupe qu'elle avait préparée. Arthur leva les yeux de son assiette, surpris non seulement par les mots, mais par cette initiative inhabituelle. Un instant, il parut ne pas comprendre, puis son regard s'adoucit en signe de reconnaissance. « Elle l'était », répondit-il après un long silence. Anita trouvait toujours une raison de sourire, même quand il n'y en avait aucune. C'était la première fois que Clarisse entendait le nom de la défunte. Anita. Cela lui allait bien, sonore, clair, direct. « Excusez-moi d'avoir touché à vos affaires », murmura-t-elle, soudain honteuse. « Je nettoyais la grange et... » « Ne vous excusez pas », l'interrompit Arthur, la voix plus douce que Clarisse ne l'avait jamais entendue. Ces choses sont là depuis si longtemps que je les avais presque oubliées. Mais son ton démentait ses paroles. Il n'avait pas oublié. Pas du tout. La selle était à elle ? Demanda Clarisse, s'étonnant de sa propre audace. Arthur hocha la tête, un demi-sourire fugace traversant son visage. Je l'avais fait faire à Milao, pour notre premier anniversaire de mariage. Anita adorait monter à cheval. Elle disait qu'elle se sentait libre, comme si elle pouvait toucher le ciel. Cette nuit-là marqua un changement subtil mais profond entre eux. La barrière invisible qui les séparait commença à se défaire, non comme un mur qui s'effondre d'un coup, mais comme du sable qui s'écoule lentement entre les doigts. Dans les jours qui suivirent, Clarisse remarqua de petites différences. Arthur prolongeait parfois les repas, partageant de courtes histoires sur le bétail, sur la région, sur les voisins éloignés. Il ne parlait jamais directement d'Anita, mais sa présence devint moins un fantôme et plus une douce mémoire qui planait entre eux. La maison aussi commença à changer. Clarisse, plus confiante dans son rôle, apporta des fleurs fraîches pour la table, confectionna de nouveaux rideaux avec des chutes de tissu qu'elle avait trouvées, planta des herbes aromatiques dans le jardin. Arthur ne commentait pas ces changements, mais ses yeux enregistraient chacun d'eux, et quelque chose dans son expression semblait plus léger, comme si les couleurs qui revenaient dans la maison ravivaient également quelque chose en lui. Puis, la fièvre arriva. Elle commença une nuit de nouvelle lune, quand un vent plus froid souffla de manière inattendue, annonçant un changement de saison.
Clarisse se réveilla en tremblant, la peau brûlante, les lèvres sèches. Elle tenta de se lever pour ses tâches habituelles, mais le monde tourna violemment autour d'elle et elle retomba sur le lit, sans force. Arthur la trouva ainsi des heures plus tard, en s'étonnant de son absence. Sans hésiter, il lui apporta de l'eau fraîche, des compresses d'herbe qu'il gardait séchées pour les urgences et une tisane amère de quinquina qu'il conservait pour les jours difficiles. « Je dois travailler », murmura Clarisse entre deux quintes de toux. « Les poules, la traite. Reposez-vous », ordonna Arthur, sa voix n'admettant aucune contestation. « Les bêtes peuvent attendre. » Pendant 3 jours et 3 nuits, la fièvre brûla comme un feu, consumant les forces de Clarisse. Dans ses délires, elle parlait de son père, de sa mère partie trop tôt, des hommes du bistrot et d'une peur profonde qui semblait venir des entrailles même de la terre. « Je ne veux pas y retourner », murmurait-elle en s'agrippant au drap trempé de sueur. « Je n'appartiens à personne. Je ne veux appartenir à personne. » Arthur ne la quitta pas. Il changeait les compresses, lui offrait de l'eau entre ses lèvres desséchées, murmurait des mots rassurants qui n'avaient guère de sens, mais dont le ton apaisait les cauchemars de la jeune femme. À un moment donné, lorsque la fièvre atteignit son paroxysme, il prit sa main entre les siennes, rude, calleuse, mais étonnamment douce. « Vous êtes en sécurité ici », répétait-il, comme un mantra. « Personne ne vous emmènera. » À l'aube du 4e jour, la fièvre céda enfin. Clarisse se réveilla, faible mais lucide, pour trouver Arthur endormi sur la chaise à côté de son lit, la tête penchée dans un angle inconfortable, les mains tenant encore un linge humide. « Arthur » appela-t-elle doucement, la voix rauque d'avoir tant toussé. Il se réveilla immédiatement, les années de veille auprès du bétail lui ayant donné le sommeil léger de ceux qui vivent en alerte. « La fièvre est tombée », dit-elle en essayant de sourire. Arthur toucha son front avec délicatesse, confirmant ses dires. Leurs yeux se rencontrèrent dans un moment de reconnaissance mutuelle. Quelque chose avait changé entre eux, quelque chose de fondamental et d'irréversible. « J'ai dit des choses pendant que j'étais malade », murmura Clarisse, des fragments de ses délires lui revenant en mémoire. « Rien dont nous ayons besoin de parler maintenant », répondit-il en se levant pour chercher de l'eau fraîche. Quand il revint, Clarisse rassembla son courage pour demander ce qu'elle voulait vraiment savoir. « Pourquoi faites-vous tout ça pour moi? Vous ne me connaissez même pas. » Arthur resta silencieux si longtemps qu'elle crut qu'il n'allait pas répondre. Finalement, il parla, chaque mot mesuré comme un grain précieux. « Ici, personne n'est la possession de personne. Chacun est maître de soi. C'est valable pour vous, pour moi, pour les bêtes, même pour la terre. Nous sommes justes, prêtés les uns aux autres pour un temps. » Dans cette profonde simplicité, Clarisse trouva plus de sagesse que dans tous les sermons du curé les dimanches de messe. C'était une philosophie née de la terre, du travail, de la souffrance et de la résilience, une vérité qui n'avait pas besoin de grands mots pour être comprise. Quand elle parvint enfin à se lever, des jours plus tard, Clarisse regarda par la fenêtre et vit que de petites fleurs sauvages avaient poussé dans le jardin, annonçant la fin de la sécheresse. Comme elle, elles avaient attendu le bon moment pour s'épanouir. Août arriva avec des vents forts qui secouaient les arbres et soulevaient la poussière dans la cour. 3 mois s'étaient écoulés depuis la nuit au bistrot du père Manu, et le monde extérieur semblait avoir oublié Clarisse. Du moins, c'est ce qu'elle croyait, immergée dans la routine tranquille du mas qu'elle appelait désormais son foyer. La convalescence après la fièvre avait laissé des marques subtiles sur Clarisse. Pas seulement dans la maigreur accentuée de son jeune corps, mais surtout dans ses yeux, qui regardèrent maintenant le monde avec une nouvelle détermination. Il y avait aussi des changements dans la dynamique entre elle et Arthur, un soin réciproque qui dépassait les besoins pratiques du quotidien, se manifestant par de petits gestes, une tasse de tisane laissée sur la table avant l'aube, une chemise reprisée avec des points invisibles, un bouquet de fleurs sauvages nonchalamment placé dans un verre d'eau. Ce fut mère Joséphine, sage-femme et guérisseuse du hameau de Bon Jésus, qui la première remarqua ce qui se passait. Elle était venue apporter des graines promises à Arthur et avait trouvé Clarisse dans le jardin, nourrissant les poules tout en chantonnant doucement. « La fille de Justin ?» demanda-t-elle avec étonnement, reconnaissant immédiatement le visage délicat qu'elle avait vu grandir au hameau. Clarisse se contenta d'acquiescer, incapable de nier ses origines, mais ne s'y identifiant déjà plus. « Et que fais-tu ici, ma fille ?» insista la vieille femme,
ses yeux perspicaces captant chaque détail. La robe propre et bien repassée, les cheveux tressés avec soin, la posture détendue de quelqu'un qui est sur son propre territoire. « Je travaille pour Monsieur Arthur », répondit-elle simplement sans donner plus de détails. Mère Joséphine ne posa plus de questions, mais son regard disait tout. Quand Arthur revint des champs et la trouva, la conversation fut brève et tendue. La vieille femme repartit en secouant la tête, ses mains noueuses serrant nerveusement son châle au crochet. « Elle va le raconter à tout le monde », dit Clarisse ce soir-là, pendant qu'il dînait. Arthur se contenta d'acquiescer, mâchant lentement sa soupe. « Et ça t'inquiète » demanda-t-il finalement. Clarisse réfléchit avant de répondre. « Je ne sais pas. Ça dépend de ce qu'ils vont penser, de ce qu'ils vont dire de vous. » Un demi-sourire, rare comme la pluie en août, passa sur les lèvres d'Arthur. « Je ne me suis jamais soucié de ce que les gens pensent de moi. Ce n'est pas maintenant que je vais commencer. Mais le monde extérieur, celui-là même qui, pendant des années, avait ignoré la souffrance de Clarisse, semblait soudainement s'intéresser à sa vie. Comme une traînée de poudre, la nouvelle se répandit. La fille de Justin vivait avec le gardien veuf, sans la bénédiction de l'église ni papiers officiels. Le dimanche suivant, quand Arthur se rendit au hameau pour chercher des provisions à l'épicerie de Monsieur Nestor, il sentit les regards et les chuchotements. Des femmes écartèrent leurs enfants, comme si sa présence était contagieuse. Des hommes interrompèrent leur conversation en le voyant passer, pour les reprendre ensuite à voix plus basse avec des rires malicieux. « Les gens parlent d'Arthur », dit Nestor en emballant le sucre et le café. « Ils disent que la fille est trop jeune, que tu as profité de la situation. »« Les gens parlent toujours », répondit le gardien en comptant calmement ses pièces. « Quand ils n'ont rien à faire, ils inventent. Mais les langues ne se turent pas. » Bientôt, même le père Joachim était au courant de la situation. C'était un homme rigide, à la morale inflexible, habitué à juger son troupeau avec sévérité. Dans son sermon de ce dimanche-là, il parla de péché et de damnation, d'âmes corrompues et de foyers brisés, sans citer de nom, mais avec suffisamment d'insinuations pour que chacun sache de qui il parlait. Justin, de son côté, vit dans la situation une opportunité. Sobre pour la première fois depuis des mois, il alla trouver le prêtre avec une expression de père désolé. « Ma fille a été enlevée, mon père, arrachée à ma protection, et maintenant, elle vit dans le péché avec cet homme. » Le prêtre, ému par ce repentir apparent, promit d'intervenir. Il envoya son sacristain avec un message. Arthur et Clarisse devaient se présenter à l'église pour régulariser leur situation ou faire face à la condamnation publique. Quand le sacristain arriva au mât, il trouva Clarisse seule, lavant du linge à l'ombre du mûrier. Le jeune homme, qui n'avait pas plus de 16 ans, délivra le message les yeux baissés, clairement mal à l'aise avec sa mission. « Le père Joachim veut vous parler », murmura-t-il. « À propos de... de ce qui se dit au village. » Clarisse s'essuya les mains sur son tablier et fixa le garçon avec une dignité qui les surprit tous les deux. « Dites au père que nous le remercions de son inquiétude. Quand Arthur reviendra, nous en parlerons. » Le sacristain acquiesça, soulagé de ne pas avoir trouvé la femme dépravée que les rumeurs décrivaient, mais une jeune femme au regard limpide et à la voix ferme. Quand Arthur revint des champs, Clarisse lui raconta la visite. Il écouta en silence, le visage impassible comme toujours. « Qu'est-ce qu'on va faire » demanda-t-elle enfin. « Nous n'avons rien fait de mal » répondit-il. « Mais les gens pensent que si. Ils parlent de nous, de vous. Ils disent que vous m'avez acheté, que vous m'avez déshonoré. » Arthur posa sa main calleuse sur la table, à quelques centimètres de la sienne, sans la toucher. « Qu'est-ce que tu veux faire, Clarisse ?» C'était la première fois qu'il plaçait une décision entièrement entre ses mains. Clarisse sentit le poids et la liberté de ce moment. « Je ne veux pas me cacher, comme si nous avions honte, » dit-elle finalement. « Mais je ne veux pas non plus leur donner raison de parler de nous. » Le lendemain matin, à la surprise de tous les deux, Justin se présenta au mât. Il était accompagné de 2 hommes du village, le forgeron et Gaston lui-même, l'homme qui avait gagné Clarisse à la table de jeu. Son visage portait encore les ravages de l'alcool, mais il y avait en lui une détermination calculatrice. « Je suis venu chercher ma fille », annonça-t-il, debout au portail, « ou recevoir ce qui m'est dû. » Clarisse sentit son sang se glacer dans ses veines. La peur ancienne, celle qu'elle connaissait depuis l'enfance, revint comme une vague, menaçant de la noyer.
mais elle sentit alors la présence d'Arthur à ses côtés, solide, inébranlable. « Votre fille n'est pas une propriété », répondit le gardien, la voix basse mais parfaitement audible dans le calme du matin. « Ni la vôtre, ni la mienne, ni celle de personne. » Justin fit un pas en avant, la main cherchant instinctivement le manche de son couteau à la ceinture. « La loi me donne des droits sur elle jusqu'à ce qu'elle se marie. Et si elle vit avec vous sans être mariée, alors vous me devez une réparation. » C'est alors que Clarisse, à la surprise de tous, y compris d'elle-même, fit un pas en avant. « Je ne suis plus une enfant, père, et je ne reviendrai pas. » Justin s'avança, la main levée, des années de réflexes violents guidant son geste. Mais Arthur se plaça entre eux, sa seule présence suffisant à arrêter le coup. « Va-t'en, Justin, » dit-il sans élever la voix, avant que ça ne finisse mal. Pendant un instant tendu, il sembla que Justin allait tout de même avancer. Mais quelque chose dans le regard d'Arthur, peut-être la même détermination silencieuse qui lui avait fait affronter les hommes au bistrot, le fit reculer. « Ça ne va pas en rester là », menaça-t-il en s'éloignant. « Le curé le saura. Tout le monde saura quel genre d'homme tu es. » Quand les trois hommes furent partis, ne laissant derrière eux qu'un nuage de poussière, Clarisse et Arthur se regardèrent. Sans un mot, ils savaient tous deux qu'une ligne avait été franchie. Le monde extérieur frappait maintenant à leur porte, exigeant des explications, la conformité, la soumission aux règles d'une société qui ne les avait jamais protégés. « Demain, nous irons à l'église », dit finalement Arthur. « Parlez au curé. » La petite église de Saint-Benoît, avec ses murs blanchis à la chaux et son unique cloche de bronze, n'avait jamais paru aussi imposante que ce matin de septembre. Clarisse portait sa seule belle robe, un bleu clair à petites fleurs, qu'elle avait cousu elle-même au cours des dernières semaines. Dans ses cheveux, un ruban blanc prêté par mère Joséphine qui était étonnamment devenue une alliée silencieuse, apparaissant au mât sous divers prétextes, juste pour vérifier si la jeune femme allait bien. Arthur portait une chemise propre, soigneusement amidonnée, et un pantalon sans repriser. Il avait taillé sa barbe et coiffé ses cheveux rebelles avec de l'eau, un effort visible pour paraître respectable. Dans sa poche, une petite broche en métal représentant une hirondelle, le seul objet personnel qu'il gardait d'Anita en plus des photographies. Le père Joachim les reçut dans la sacristie, son visage austère contrastant avec les seins souriants peints sur les murs. La conversation fut brève et directe. Arthur, homme de peu de mots, fut étonnamment éloquent en expliquant la situation. Comment il avait trouvé Clarisse, pourquoi il l'avait ramenée chez lui, le respect avec lequel il l'avait traitée pendant tous ces mois. « Je veux l'épouser, mon père », conclut-il simplement. « Si elle accepte ». Clarisse, qui avait jusqu'alors gardé les yeux baissés, leva le visage, surprise non par la proposition elle-même, qu'elle attendait en quelque sorte, mais par la manière dont elle était faite, non comme une solution pratique à un problème social, mais comme un désir sincère, un choix. Le prêtre les étudia un long moment, ses yeux expérimentés captant ce que beaucoup au village avaient en manqué. La dignité silencieuse de ce couple improbable, la connexion subtile mais profonde entre eux. La différence d'âge est considérable, observa-t-il sans véritable reproche dans la voix. Et il y a ce que les gens disent, sur la façon dont tout a commencé. Les gens n'étaient pas là, répondit Arthur, la voix ferme. Et ils n'ont pas été ici tous ces mois. Clarisse parla alors, sa voix douce mais claire. C'est lui qui m'a sauvé, mon père, pas celui qui m'a condamné. Le mariage eut lieu 2 semaines plus tard, lors d'une cérémonie simple qui surprit tout le monde par le nombre de personnes présentes. Non seulement les quelques amis d'Arthur, des gardiens et des ouvriers des fermes voisines, mais aussi des femmes du village, curieuses et peu à peu conquises par l'histoire qui circulait désormais dans des versions de plus en plus romantiques. Justin ne vint pas. On disait qu'il était parti tenter sa chance dans les plantations de canne à sucre de la côte, fuyant ses dettes et sa honte. Clarisse ressentit un soulagement coupable de son absence. Mère Joséphine, fière comme une mère de substitution, aida Clarisse à se préparer, tressant des fleurs sauvages dans ses cheveux et lui prêtant une paire de boucles d'oreilles en argent qu'elle gardait de son propre mariage. Quand Clarisse s'avança vers l'autel, elle n'était plus la jeune fille effrayée du bistrot, ni la jeune femme hésitante des premiers jours au mât. C'était une femme qui avait choisi son chemin. La broche en forme d'hirondelle qu'Arthur lui avait donnée ce matin-là, pour que tu voles toujours librement, avait-il dit, brillait sur son cœur comme une promesse.
La vie après le mariage prit un nouveau rythme. Le respect silencieux se transforma peu à peu en affection ouverte, en contacts timides qui évoluèrent en étreinte, en regards qui pouvaient désormais s'attarder sans culpabilité. Le lit étroit qu'Arthur avait occupé seul pendant des années accueillait désormais deux corps qui apprenaient, avec patience et douceur, le langage intime de l'amour. Mais ce ne fut pas seulement leur relation qui s'épanouit. Le mas lui-même semblait se réveiller d'une longue torpeur. Avec la légitimité apportée par le mariage, vinrent aussi de nouvelles opportunités. Monsieur Mendes, le propriétaire des terres qu'Arthur louait, impressionné par les améliorations que le gardien avait apportées à la propriété, lui offrit un accord plus favorable, une parcelle de terre plus petite, mais qui serait effectivement la leur après 10 ans de travail. C'était un début, un lopin de terre qu'il pouvait vraiment appeler le leur. Arthur, toujours prudent avec l'argent, révéla à Clarisse les économies qu'il avait gardées pendant des années de travail acharné et de vie solitaire. Ce n'était pas beaucoup, mais assez pour investir dans des semences de meilleure qualité, dans quelques têtes de bétail laitier et, plus important encore, dans un petit puits artésien qui garantirait de l'eau même pendant les périodes les plus sèches. Clarisse, de son côté, découvrit un talent qu'elle ne se connaissait pas. Les recettes de confiserie qu'elle avait apprises de sa mère, pâte de coin, confiture de lait, compote de fruits de saison, se révélèrent non seulement délicieuses, mais aussi vendables. Elle commença modestement, envoyant quelques échantillons avec Arthur lorsqu'il allait au village. Bientôt, les commandes devinrent régulières. « Tu devrais vendre au marché du samedi », suggéra mère Joséphine après avoir goûté une confiture de figues à la cannelle que Clarisse avait perfectionnée. L'idée était effrayante. Affronter les regards des villageois, les langues encore acérées qui commenteraient certainement sa présence. Mais il y avait aussi une tentation, la possibilité de montrer sa valeur, de conquérir un espace qui ne serait qu'à elle. « Je pense que tu devrais essayer », dit Arthur, la surprenant par son soutien. « Tes confitures sont les meilleures que j'ai jamais mangées. » Au premier marché, Clarisse installa un petit stand, trop nerveuse pour lever les yeux de ses pots soigneusement disposés. Les premières heures furent lentes, avec peu d'acheteurs, la plupart attirés plus par la curiosité que par un réel intérêt. Mais alors Madame Mariette, l'épouse du pharmacien, connue pour son palais exigeant, goûta un morceau de pâte de coin. « Ma petite, c'est divin !» s'exclama-t-elle, assez fort pour que les curieux alentours entendent. « Combien le pot entier ?» Avant midi, toutes les confiseries avaient été vendues. La semaine suivante, Clarisse dut en faire le double, et la suivante, le triple. L'argent des confitures, ajouté aux revenus du lait et des œufs, permit d'autres améliorations. Ils refirent le toit avant les pluies de novembre. Ils achetèrent un petit moulin pour le maïs. Arthur commanda une nouvelle cuisinière en fonte qui chauffait toute la maison les rares jours de froid, mais le plus grand investissement vint près de 2 ans après le mariage. Une petite boutique au bord de la route qui reliait le hameau à la ville voisine. L'endroit était abandonné depuis la mort de l'ancien propriétaire, et le fils, sans intérêt pour l'affaire, le proposa à Arthur pour un prix juste. « C'est beaucoup de responsabilités », hésita Clarisse quand il lui parla de l'opportunité. « C'est la prochaine étape », répondit Arthur, sa confiance en elle plus grande que la sienne. « Tes confitures, notre lait, les œufs de nos poules. Et nous pouvons vendre d'autres choses dont les gens ont besoin. Du sel, du pétrole, du tissu, des remèdes simples. » La boutique Le Mas des Hirondelles ouvrit ses portes au printemps. Le nom, une suggestion de Clarisse, rendait hommage à la fois à la broche devenue le symbole de leur union et aux oiseaux qui revenaient chaque année construire leur nid sous les avantois de la maison. Avec le temps, le petit commerce devint plus qu'une affaire. C'était un lieu de rencontre. Les femmes venaient acheter des provisions et restaient pour échanger des recettes et des nouvelles. Les enfants venaient pour des bonbons, mais restaient pour écouter les histoires que Clarisse avait commencé à raconter les après-midi de faible affluence. C'étaient des histoires simples, sur des oiseaux qui retrouvent le chemin de la maison, sur des graines qui survivent aux pires sécheresses, sur des gens ordinaires qui font des choses extraordinaires avec le peu qu'ils ont. Des histoires qu'elle vivait et dont elle témoignait elle-même. Pour les jeunes filles de la région, en particulier celles issues de foyers difficiles, Clarisse était devenue une sorte de phare. Elle en engagea quelques-unes pour l'aider à la production des confiseries, leur enseignant non seulement les recettes, mais aussi de subtiles leçons sur la dignité et l'estime de soi.
La valeur ne se perd ni ne se donne, leur disait-elle souvent. Elle se reconnaît. Ce fut Lourdes, l'une de ces jeunes filles, qui un jour apporta la nouvelle. Justin était de retour au village. Malade, prématurément vieilli par l'alcool et le travail pénible, il avait été trouvé effondré au bord de la route par un muletier. « Il est chez le père Jeunesse », raconta la jeune fille. « Mais personne ne veut s'occuper de lui. Ils disent qu'il n'en a plus pour 2 semaines. » Clarisse accueillit la nouvelle en silence. Cela faisait des années qu'elle ne pensait plus à son père, ou du moins essayait de ne pas y penser. Les souvenirs de l'enfance, les cris, les coups, les nuits de terreur quand il rentrait ivre, avaient été soigneusement emballés et rangés dans un coin reculé de son esprit. Ce soir-là, Arthur la trouva assise sur la véranda, regardant les étoiles avec une expression qu'il connaissait bien, celle de quelqu'un qui pèse le passé contre le présent. « Tu veux aller le voir ?» demanda-t-il en s'asseyant à côté d'elle. Clarisse secoua la tête puis acquiesça, incapable de se décider. « Je ne sais pas si je peux lui pardonner », admit-elle finalement. Arthur couvrit sa main de la sienne, le contact familier apportant le réconfort de toujours. « Tu n'as pas besoin de pardonner aujourd'hui », dit-il simplement. « Va juste voir. » Justin ne ressemblait plus au même homme. Allongé sur le lit improvisé au fond de la maison du père Jeunesse, il ressemblait davantage à un épouvantail abandonné, tout en angles saillants et en peau jaunâtre tendue sur les os. Ses yeux, autrefois si intimidants, étaient maintenant enfoncés dans des orbites sombres, et son regard jadis provocateur errait confusément dans la modeste pièce. Clarisse s'arrêta sur le seuil, un panier de provisions dans les bras, un prétexte pour une visite qu'elle ne pouvait admettre être un acte de compassion. Son cœur battait la chamade, comme au temps de son enfance, lorsqu'elle attendait l'explosion de fureur qui suivait toujours le long silence de son père. « Qui est là ?» demanda Justin, la voix méconnaissable, rauque comme du papier de verre sur du bois. « C'est moi, père. » Clarisse. Un éclair de reconnaissance traversa son visage dévasté. Il tenta de se redresser, mais son corps faible ne fit que trembler sous l'effort. « La petite » murmura-t-il en se laissant retomber. « On est venu me dire que tu allais bien, mariée avec ce gardien. » Il n'y avait aucune accusation dans sa voix, juste une constatation lasse, comme celle de quelqu'un qui répète une histoire entendue si souvent qu'elle en a perdu son sens. Clarisse s'avança, hésitante, et posa le panier à côté du lit. L'odeur dans la petite pièce était celle de la maladie et de l'abandon. Elle s'assit sur le bord d'un tabouret, gardant une distance de sécurité, comme si elle craignait encore un coup qu'elle savait qu'il n'avait plus la force de donner. « J'ai apporté quelque chose, de la nourriture, des remèdes. » Justin regarda le panier, puis sa fille, ses yeux troubles essayant de faire le point sur ce visage qu'il reconnaissait à peine. « Tu as changé, » dit-il simplement. Clarisse ne répondit pas. Elle savait que ce n'était pas seulement l'apparence physique, le visage plus plein, le corps plus fort, les cheveux bien coiffés. C'était quelque chose de plus profond, que lui, même dans son état affaibli, parvenait à percevoir. « Ils m'ont donné 2 jours à vivre, » poursuivit-il avec un rire sec qui se transforma en tout. « C'était il y a 1 semaine. Je suis toujours là, juste pour les contrarier. » La vieille obstination, le dernier trait reconnaissable de l'homme qu'il avait été. Clarisse sentit un nœud dans sa gorge, non pas de pitié, mais d'une émotion plus complexe, un mélange de soulagement pour sa libération et de tristesse pour le gâchis de cette vie. « Jeunesse s'occupe bien de vous ?»« Mieux que je ne le mérite », admit Justin, la surprenant par une conscience de soi qu'il n'avait jamais montrée auparavant. « Mieux que je ne me suis occupé de toi. » Le silence qui suivit avait le poids de tous les mots jamais dits entre eux, de toutes les excuses jamais présentées, de tout l'amour paternel resté enfoui sous des couches d'amertume et d'alcool. « Je suis venue parce que… » Clarisse hésita, réalisant qu'elle-même ne savait pas vraiment pourquoi elle était là. « Parce que j'avais besoin de vous voir une dernière fois. » Justin ferma les yeux si longtemps qu'elle crut qu'il s'était endormi. Mais il parla alors, chaque mot lui coûtant un effort visible. « Je ne mérite pas ton pardon, et je ne le demande pas. Je voulais juste dire que j'ai vu ce que tu as construit. La boutique, ta vie. J'ai entendu les gens parler. Tu as tout fait toute seule, malgré moi. » Clarisse sentit les larmes qu'elle retenait depuis si longtemps commencer à couler. Ce n'étaient pas des larmes pour l'homme brisé devant elle, mais pour la petite fille qu'elle avait été, pour la mère qu'elle avait perdue trop tôt, pour toutes les années de peur et de solitude.
Je n'ai pas fait ça toute seule, dit-elle finalement, la voix plus ferme qu'elle ne l'aurait cru. J'ai eu de l'aide. De gens qui ont vu de la valeur en moi quand moi-même je n'en voyais pas. Justin hocha légèrement la tête, les yeux toujours fermés. Je voulais juste que tu saches, continua Clarisse, que je vais bien maintenant. Non pas parce que je t'ai pardonné ou que j'ai oublié, mais parce que j'ai choisi de vivre légère. Quand elle quitta la maison du père Jeunesse, le soleil se couchait, teintant le ciel d'orange et de pourpre. Arthur l'attendait, adossé à un arbre au bord de la route, respectant son besoin d'affronter ce moment seul, mais assez proche pour la soutenir si nécessaire. Ils rentrèrent à la maison en silence, côte à côte, leurs doigts entrelacés en disant plus que n'importe quel mot. Justin mourut 3 jours plus tard, dans son sommeil. Clarisse ne pleura pas à l'enterrement simple, mais elle planta un arbre sur la tombe. Non pas en hommage, mais comme symbole que même des choses les plus amères peut naître quelque chose qui donne de l'ombre et des fruits. Les années qui suivirent furent celles d'une croissance constante. Le mas des Hirondelles prospéra, passant d'une simple boutique à un petit entrepôt qui servait non seulement le village, mais aussi les voyageurs qui traversèrent la région. Les confitures de Clarisse acquirent une renommée au-delà des frontières du canton, étant même expédiées jusqu'à la capitale sur des commandes spéciales. La terre qu'ils avaient achetée à M. Mendès, autrefois une modeste parcelle de garrigue, se transforma en une propriété productive, avec un verger, un potager et un petit troupeau laitier. La maison fut agrandie, gagnant une véranda spacieuse où Arthur aimait s'asseoir les dimanches après-midi, observant la terre qu'il aimait tant et la femme qui avait transformé son existence solitaire en une vie pleine. Le couple n'eut jamais d'enfant biologique, une tristesse qu'ils apprirent, avec le temps, à accepter sans amertume. Mais leur maison était rarement vide. Il y avait toujours des jeunes apprenant le métier des confiseries avec Clarisse, des gardiens débutants cherchant les conseils d'Arthur, des enfants du voisinage écoutant des histoires sur la véranda. « Nous avons des enfants un peu partout », disait Clarisse, observant avec satisfaction comment certains de ces jeunes qu'ils avaient aidés avaient maintenant leurs propres affaires, leurs propres terres, leurs propres histoires de réussite. Un après-midi particulièrement agréable de mai, alors que le mas des Hirondelles fêtait ses 15 ans, une surprise arriva par la route poussiéreuse. Une automobile, encore une rareté dans ces contrées, se gara devant la boutique. En descendit un homme en costume clair et chapeau de paille, portant une mallette en cuir sous le bras. « Je cherche Madame Clarisse et Monsieur Arthur », annonça-t-il en se présentant comme journaliste d'un grand quotidien de la capitale. « Je réalise une série de reportages sur les entrepreneurs de province, des histoires de réussite en dehors des grands centres. » Clarisse, désormais une femme d'âge mûr aux cheveux argentés encadrant un visage toujours beau, le reçut avec l'hospitalité qui était devenue la marque de fabrique de l'établissement. Arthur, plus courbé par les années de dur labeur, mais toujours imposant dans sa quiétude digne, observait avec curiosité l'étranger enthousiaste. Pendant l'interview, le journaliste se montra particulièrement intéressé par la trajectoire du couple, comment ils avaient recommencé, quelles difficultés ils avaient rencontrées, quel était le secret de leur succès dans une région si éprouvée par la sécheresse et l'isolement. « Vous avez bâti un petit empire ici », commenta-t-il, admiratif de l'organisation de la boutique, de la qualité des produits, du respect évident que les clients témoignaient au couple. « Comment avez-vous réussi en partant de si peu ?» C'est alors que Clarisse, après avoir échangé un regard complice avec Arthur, donna la réponse qui résumait tout leur parcours. « Nous n'avons pas construit avec de l'or ni avec la renommée. Nous avons construit avec du travail. Et avec ce genre d'amour qui ne parle pas fort mais qui ne faillit jamais. » Le journaliste sourit, satisfait de la phrase qui ferait certainement le titre de son article. Mais il y avait là une vérité que lui, dans son bref passage, ne pouvait comprendre entièrement. La profondeur des racines que Clarisse et Arthur avaient plantées dans cette terre, non seulement dans le sol fertile de leur propriété, mais dans la communauté même qu'ils avaient aidé à transformer. Lorsque le reportage fut publié, 1 mois plus tard, il fit sensation au village. Les exemplaires du journal passèrent de main en main, lus à voix haute pour ceux qui ne savaient en pas lire, commentés sur les perrons les soirs de chaleur. L'histoire de Clarisse et d'Arthur, que tous connaissaient par fragments, prenait maintenant une dimension plus grande, presque mythique. Mais pour le couple, assis sur la véranda de leur maison sous le ciel étoilé,
La véritable histoire résidait dans les détails qu'aucun reportage ne pourrait jamais saisir, dans les mains qui se cherchaient encore instinctivement à la tombée de la nuit, dans le regard de reconnaissance qu'ils échangeaient par-dessus la tête des clients à la boutique, dans les petites gentillesses quotidiennes qu'ils n'avaient jamais cessé de s'offrir. Sur le mur du salon, la broche en forme d'hirondelle, maintenant encadrée dans une boîte en verre, brillait discrètement à la lumière de la lampe. À côté, la vieille photographie d'Anita, qu'Arthur n'avait jamais cachée ni niée, et que Clarisse avait appris à honorer comme une partie du voyage qui les avait menés jusque-là. Il n'y avait ni jalousie ni ressentiment dans cette coexistence symbolique, seulement la reconnaissance que certaines douleurs, lorsqu'elles sont acceptées et intégrées, peuvent se transformer en force. Dehors, les bruits nocturnes de la campagne composaient la symphonie familière qui berçait leur nuit depuis tant d'années, le chant des grillons, le vent murmurant dans les feuilles des arbres qu'ils avaient plantés, le meuglement occasionnel d'une vache dans le pré voisin. C'étaient les sons d'une vie enracinée, construite avec patience et détermination, brique par brique, jour après jour. Clarisse regarda ses propres mains, non plus les mains fragiles et hésitantes de la jeune fille effrayée du bistrot, mais des mains fortes, marquées par le travail et le temps, des mains qui avaient appris à créer, à guérir, à caresser et à se défendre lorsque c'était nécessaire. « À quoi tu penses ?» demanda Arthur, remarquant son regard contemplatif. « À tout ce que nous avons planté, » répondit-elle en souriant. « Pas seulement ce qui se voit, mais ce qui reste invisible aux yeux. » Arthur acquiesça, comprenant parfaitement. Leur plus grande récolte n'était pas dans les champs bien entretenus, ni sur les étagères pleines de la boutique. Elle résidait dans la dignité restaurée, la confiance reconstruite, l'amour qu'ils avaient patiemment cultivé, comme on prend soin d'une plante rare et précieuse en terre aride. Et sur cette terre qui avait un jour été témoin d'humiliation et de silence, poussaient désormais, fermes comme les chênes qui défient la sécheresse, des fleurs de dignité, des racines d'amour et des fruits de réparation, une récolte invisible aux yeux du commun, mais aussi réelle et abondante que les étoiles qui scintillaient sur la campagne en cette nuit tranquille.